Revoilà, j'espère là encore qu'on n'a perdu personne en route. On poursuit donc notre exploration historique des tempêtes en resserrant la focale temporelle. On ne parlera plus de 6 millénaires, mais entre guillemets seulement de 6 siècles. Mais en contrepartie, on va élargir la focale spatiale de la baie du Mont-Saint-Michel. On va passer à l'Europe entière. On va aussi changer d'angle de vue, car euh, si, Emmanuel Garnier, si vous êtes comme Mariette Tessier, directeur de recherche au CNRS, vous n'êtes pas sédimentologue, vous êtes historien du climat à l'Université de Franche-Comté, et vous vous employez à reconstruire les tempêtes pour transmettre leur mémoire, pour contrer ce que disait le phénomène que décrivait Stéphane Costa en ouverture, on n'a jamais vu ça. En fait, il semblerait qu'il y ait des choses qu'on n'a jamais vues, mais qu'on a quand même déjà vues. Oui, en effet, même si bon, ce point de vue est un petit peu militant, donc je reconstruis aussi des tempêtes, bien évidemment. Alors, dans le cadre de cet exposé pour lequel donc les temps impartis sont assez rigoureux, je n'aborderai en réalité que les tempêtes littorales, mais il me semble que c'est bien le cœur du sujet de ce séminaire, plus exactement les tempêtes qui ont généré par le passé des phénomènes de submersion. Par ailleurs, je me focaliserai sur la métropole, faute de temps une fois de plus. J'aurais pu parler aussi des Outre-mer, des phénomènes typhons, etc. Donc j'en fais l'économie, bien évidemment. Et il me sera difficile, toujours dans le cadre de ce temps imparti, je préfère prévenir donc l'auditoire, d'aborder les aspects reconstruction dans le menu détail, de même que la typologie de ces tempêtes. J'essaierai de présenter un ou deux exemples, mais très très brièvement. En revanche, je préférerais, dans le cadre de mon intervention, et c'est ce que je ferai, me focaliser plutôt sur la mémoire, sur les mémoires. En premier lieu, les mémoires des paysages littoraux. Étaient-ils plus résilients, plus adaptés, moins adaptés? Et sur l'état des connaissances. Mais attention, par état des connaissances, j'entends les connaissances effectivement maîtrisées par les populations du passé, les populations littorales notamment. Et enfin, j'aborderai la question de la transmission de cette mémoire, en particulier des vecteurs anciens et des vecteurs que l'on pourrait envisager aujourd'hui et demain, bien évidemment. Alors, un premier constat qui est propre à l'historien, qui parfois déroute un petit peu mes collègues issus plutôt des sciences environnementales ou des sciences exactes, il faut savoir que nous disposons, les historiens, d'une documentation absolument pléthorique, qu'il s'agisse de la France ou d'autres pays européens, asiatiques, etc., tout simplement parce que ces phénomènes ont très régulièrement par le passé, et ma collègue précédemment vous l'a bien démontré, sur un pas de temps très étiré de 6000 ans, ces événements ont régulièrement frappé les littoraux du monde entier. Alors, très très brièvement, quelle documentation est la plus pertinente en l'état? Alors, en premier lieu, la documentation écrite. On dispose d'archives à compter des 12e, 13e siècle. Il s'agit généralement d'archives issues des chroniques religieuses, parce que les établissements religieux étaient solidement installés sur les littoraux pour des raisons foncières, financières, fiscales évidentes. Et par conséquent, depuis le milieu du Moyen-Âge, ces établissements religieux, en particulier des abbayes, nous ont procuré ou nous procurent toujours aujourd'hui des informations assez intéressantes, même si pour les périodes les plus anciennes, ces informations sont parfois un petit peu fantaisistes et très, très, pétries de conception religieuse. Donc il faut les prendre avec beaucoup de précaution. En revanche, dès les 15e, 16e siècles, avec l'émergence des pouvoirs municipaux, des pouvoirs royaux, monarchiques, etc., on commence à disposer d'une information beaucoup plus solide, une information tout bêtement administrative, parce que la bureaucratie prend de l'ampleur. Et là, on va être en présence donc de données présentées de manière standardisée, extrêmement précise, en particulier quand il s'agira de décrire les données. Et avec la bureaucratie émerge aussi, courant 16e, 17e, sachant que la Grande-Bretagne actuelle est la plus précoce en la matière, c'est l'émergence d'une cartographie des littoraux et parfois même une cartographie des tempêtes, des submersions, que l'on cartographie tout bêtement parce que on essaie d'en garder la mémoire, mesurer un petit peu l'ampleur des dégâts, des dommages qui ont été infligés au littoral et, je ne vous le cache pas, prioritairement aux intérêts stratégiques
stratégiques de ces États monarchiques, notamment donc les fortifications littorales, les ports de guerre qui accueillent donc les flottes, etc. Mais parallèlement, les populations à un niveau beaucoup plus modeste ont très très précocement, quand je dis très très précocement, dans mon cas, c'est plutôt les 15e, 16e siècles, ont su consigner dans une perspective de transmission ces événements, hein, qu'on peut qualifier d'événements extrêmes, sur des formes assez originales. Il faut savoir que jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle, voire la fin du 19e siècle, la majorité des populations européennes sont analphabètes. Elles trouvent donc des moyens relativement pédagogiques de transmission. Le premier d'entre eux, que vous voyez donc en incrustation en haut à droite, sont les ex-voto. Hein, rappelons quand même que jusqu'au milieu du XXe siècle, les populations européennes sont à idée Emmanuel, oui. on ne voit pas votre partage d'écran. Ah, depuis longtemps ou... Ah ben, j'ignorais même qu'il y eut un partage d'écran jusque-là. Donc, Arnaud, il suffisait que tu apparaisses et puis voilà. Eh oui, une miraculeuse apparition pour le coup. Nous y sommes, donc désormais mon écran est visible. Absolument. Bon, c'est très bien. Bon, on va rattraper, on a peu perdu, donc j'en étais à la lecture des sources, j'insistais sur ces moyens que je qualifie de pédagogiques de transmission de la mémoire de ces tempêtes, donc par les ex-voto, et tout simplement parce qu'une écrasante majorité des populations des sociétés européennes sont chrétiennes. Par conséquent, suspendre ces petits tableaux qui commémorent des événements tempétueux, c'est un moyen très très utile de maintenir cette mémoire, puisque à minima, tous les dimanches, la communauté littorale se réunissait, sachant que ce type de représentation existait aussi dans les sociétés protestantes, si je reviens au cas anglais, sous des formes différentes, mais tout aussi pertinentes. Autre mode de transmission, qui cette fois-ci était réservé à une élite, ce sont les images centrales que vous avez sur l'écran, ce sont les journaux intimes, les journaux météorologiques, qui font florès à compter des XVIIe, XVIIIe siècles, et qui contribuent aussi à la transmission. Tout simplement parce qu'ils sont accessibles, le papier, le support est de très très bonne qualité et donc consultable un siècle, 2 siècles plus tard. Et il n'est pas rare quand même, quand une tempête survient au XVIIIe siècle, que des individus interrogés au sein de la paroisse déclarent qu'ils ont déjà connu ce type d'événement 50, 80 ou 100 ans auparavant. Voilà, donc pour la documentation, je n'insiste pas. C'est dans cette documentation, par conséquent, que l'on collecte les données en question. Alors, autant être franc, les données en question concernent surtout, prioritairement, les dommages générés par les tempêtes. Dans notre cas, donc, nous avons collecté et stocké en quelque sorte, organisé ces données au sein d'une base de données qui a été financée très très largement par le ministère de la Transition écologique et solidaire, plus exactement par la Direction générale de la prévention des risques, qui a financé des postes d'informaticiens au sein du laboratoire. Et cette base de données historique contient, entre autres, la série donc, de tempêtes collectées en France et en Europe depuis une dizaine, quinzaine d'années approximativement. Je n'insiste pas plus que ça sur la base de données, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. En termes de méthode, la méthode, je dirais, elle est opportuniste. En fait, comme dit l'expression, la plus belle fille du monde n'a que ce qu'elle a à offrir. Il en est de même pour la documentation historique, c'est-à-dire qu'on collecte de manière opportuniste toutes les informations et on essaie à partir de là de les croiser et d'exploiter au maximum ce contenu. Vous avez ici un exemple qui avait été réalisé dans le cadre d'une étude pour le compte de l'IRSN, déjà évoqué dans la présentation générale, qui conjugue à la fois des documents cartographiques, des documents, des données instrumentales, parce qu'on a des séries instrumentales dès le XVIIe, XVIIIe siècle, avec des observations à l'aide de marégraphes. On recale ça, par exemple, avec des descriptions de dommages. Vous avez en bas à gauche le quai de la ville de Dunkerque, tout simplement parce qu'on a un texte qui explique que le niveau de la mer, lors d'une tempête, est arrivé au niveau supérieur du quai. On peut donc, même si le quai a disparu aujourd'hui, se faire une idée relativement précise de la hauteur de la vague de tempête.
pour reconstruire, donc incrustation à droite, le dit événement. Autre outil aussi très très pertinent quand on dispose de descriptions de dommages sont bien sûr pour les cyclones, les typhons, etc., les échelles de Simpson-Saphir. C'est ce que nous faisons, ce que je fais pour l'espace Pacifique, et l'échelle de Beaufort terrestre, hein, dans une moindre mesure. Tout cela aboutit à quoi? Eh bien, à relativiser quand même très très fortement ce, comment dire, cet élément de langage, dirait-on aujourd'hui en politique, qui consiste à dire qu'au lendemain d'un événement extrême, on n'a jamais vu une telle catastrophe survenir dans notre pays, à l'échelle du continent, etc. Alors, les graphiques qui sont là sont des graphiques cumulés d'effectifs de tempête. En aucun cas, le graphique détaillé des oscillations, là aussi, faute de temps, mais simplement pour vous montrer donc, que le phénomène n'est pas nouveau. Vous avez l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine, des Pays de Loire, de la mer du Nord, etc. Ce qui est tout simplement intéressant, c'est cette espèce de rémission en termes de tempête depuis les années 1950. Ça, c'est une constante pour la France qui explique très, très largement cette rupture mémorielle qui est intervenue en 2010 au lendemain de la tempête Xynthia. Hein. Je vous renvoie vers les déclarations des élus locaux, des élus nationaux et dans certains cas d'institutions publiques en charge des risques sur les littoraux qui considéraient qu'on n'avait jamais vu ça. Et si ça avait été le cas, on l'aurait su. Prenons simplement d'autres exemples qui illustrent tout cela. Les grandes tempêtes qui ont provoqué ce phénomène d'érosion assez violent en 2013-2014. Et c'est intéressant, donc France 2 s'était fendu d'un documentaire qui montrait la situation du Signal, qui parlait des premiers migrants climatiques français. Bon, sur le même site, Soulac, voilà ce que montrent les archives, et pour 1926, des phénomènes comparables, totalement comparables, qui ont été, le cliché, donc les cartes qui sont associées à ces dossiers, avaient été réalisées dans les années 20 par les ingénieurs du port autonome de Bordeaux, dans le secteur de Soulac, parce qu'il faut savoir que les années 1920-30 correspondent à une période de recrudescence extrêmement forte de tempêtes à répétition, qui ont provoqué une inquiétude généralisée parmi les élus, je vous renvoie à cette coupure de presse, et qui avait suscité aussi une réunion et l'organisation d'une commission d'enquête sur le risque de submersion des littoraux français. Demande donc expresse émanant des élus du littoral à cette époque et qui avait contraint le gouvernement à intervenir. Bon, heureusement, à la fin, à partir de la seconde moitié des années 30, le phénomène tempétueux s'est estompé et la commission a été remisée, bien évidemment. Autre exemple, encore plus emblématique, celui de la Faute-Sumer, la ville martyre, la commune martyre de Xynthia en 2010, puisqu'on y a dénombré une quarantaine de décès à peu près en une nuit. Et ce graphique vous montre donc que le phénomène n'était pas nouveau, là encore, avec des épisodes extrêmement denses au tournant des années 1920, 1940, et puis une période de rémission associée à une rupture mémorielle, ce que j'appelle une rupture mémorielle, et patatras, l'intervention donc de Xynthia en 2010 qui a surpris absolument tout le monde, en particulier les élus qui avaient massivement investi dans l'urbanisation de la région. Voilà l'article de l'époque, 1928, qui vous montre le site de la faute, les digues éventrées et la mer qui pénètre à l'intérieur du territoire communal, sachant qu'à cette époque, il n'y ait pas de lotissement, mais simplement des terres communales. Voilà. Cela étant dit, pour moi, les bases de données et les reconstructions ne sont pas une panacée en aucun cas, surtout si l'on souhaite vraiment apporter sa pierre à l'édifice de la sensibilisation des populations et des élus. À mon avis, la documentation historique apporte beaucoup plus. En premier lieu, une mémoire des aménagements littoraux qui, de manière générale même, étaient des aménagements beaucoup plus durables, comme on atteste par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, cet extrait d'une carte des années 1750, une carte marine tirée de l'Atlas de Claude Masse, qui montre bien le rôle donc, défensif des écluses à poissons, le cordon dunaire, avec simplement comme présence anthropique des fortins, ce sont les militaires qui colonisent le littoral les premiers, et prudemment un habitat donc en retrait par rapport au trait de côte, sans oublier bien évidemment des zones tampons qui sont faites des zones humides qui correspondent à des prés, des marais ou à des marais salants. D'autres exemples, la Faute-sur-Mer, au XIXe siècle, la faute n'existe pas en réalité, et la première véritable agglomération, c'est celle de l'Aiguillon, qui est justement, protégée par le cordon dunaire de la faute qui disparaîtra progressivement.
Je passe les détails, le temps presse. Après toutes ces années d'études sur ces tempêtes, je vous avoue m'interroger donc très sérieusement sur l'impossibilité en France de transmettre cette mémoire. Alors, j'entends par transmission, cette fois-ci, à l'échelle des territoires, à l'échelle des populations locales. Il existe des bases de données, je vous ai cité la mienne, d'autres suivront bien évidemment au fil des interventions. Je crois qu'il importe de sensibiliser. Au lendemain de 2010, une série, une batterie donc de textes, de lois ont été décidées. La perspective étant de préparer les populations, je cite dans le texte, et vous avez les extraits sous les yeux, à la culture du risque pour une réduction de la vulnérabilité. On a édité des guides méthodologiques et puis surtout, le fer de lance de cette contre-offensive après Xintia, c'était l'instauration, l'établissement de repères de tempêtes. Donc c'était tout à fait louable comme démarche et je prêche pour ce type d'outils visuels inscrits dans le paysage. Seulement, l'objet en question, force est de constater qu'il était très petit. J'ai fait des estimations et ces images sont quand même assez parlantes. À 5 mètres, ce que représente le repère de crue, s'il est astiqué régulièrement, c'est-à-dire qu'il doit briller sur un fond relativement terne, et à 10 mètres. Autant dire donc il a très très peu d'impact en matière de sensibilisation à la culture du risque. À La Rochelle, on a essayé d'autres options, comme peindre des arbres en bleu, très beau choix, sachant rapidement qu'on s'est rendu compte qu'il fallait régulièrement réactiver la mémoire de ces peintures bleues qui correspondaient à la hauteur de la mer lors de l'inondation de Xintia. Si on oublie de réactiver cette mémoire régulièrement, c'est-à-dire à minima une fois par an, les populations locales oublient à nouveau le risque et surtout la signification de cette peinture bleue. Autre exemple d'inscription de ces repères, toujours à La Rochelle, très très peu visible. Je m'amusais à interroger à la fois des touristes, des Rochelais, et très très peu étaient capables d'identifier le repère, et s'ils le reconnaissaient, d'en expliquer la signification. Autre exemple, encore plus choquant à mon avis, c'est celui de la Faute-sur-Mer, donc la commune si brutalement et cruellement touchée. Des repères ont été posés sur dans le site du lotissement, et l'on constate que ces repères ont été posés de manière complètement fantaisiste, qui ne correspondent absolument pas à la hauteur d'eau atteinte au moment de la catastrophe. A contrario, il faudrait vraiment véritablement inscrire cette mémoire dans les paysages. De quelle manière? À la méthode, selon la méthode allemande, des repères très très visibles. Vous avez un exemple ici dans le nord de l'Allemagne, dans le Schleswig-Holstein, avec un certain nombre de repères historiques très très visibles qui ont contribué à figer en quelque sorte l'urbanisation dans ces zones très convoitées du nord de l'Allemagne. Un autre repère à Tönning. Et puis en France, eh bien, en dehors de ces repères, je dirais officiels en quelque sorte, qui découlent de cette législation post-Xintia, vous avez eu des tentatives locales, en particulier celles des victimes de la Faute-sur-Mer, qui ont eu toutes les peines du monde à ériger ce monument. Le préfet y était opposé, les élus pas très chauds non plus. Et puis, à force d'insister, etc., on était quand même à l'époque dans un processus juridique, et les procès se multipliaient. Ils sont parvenus, mais sur leur propre denier, à ériger ce type de stèle, doublé, c'est important, d'un panneau indicateur indiquant très précisément ce qui s'était passé en février 2010 avec une hauteur d'eau très très visible. Ce genre de représentation est absolument rarissime en France, quel que soit le type d'extrême, pas seulement dans le cas des tempêtes de submersion, bien évidemment. Autre solution qui est très anglo-saxonne et propre aussi à l'Europe du Nord, c'est la commémoration périodique. Vous avez ici des exemples, il s'agit de la tempête de 1953, qui n'a laissé aucune trace pratiquement dans les mémoires en France, quand vous interrogez les élus locaux, et qui pourtant a frappé le nord du pays, en particulier la région de Gravelines et de Dunkerque. Dans ces pays, on a conditionné donc on a en tout cas bloqué le phénomène d'urbanisation en privant les éventuels candidats à la construction de couverture assurantielle, ce qui est un véritable tabou en France, mais peut-être y reviendra-t-on dans le cadre du débat. On a créé des repères visuels intangibles, on ne peut pas y toucher, ils sont très visibles, ils sont surtout inscrits dans le tissu urbain.
Enfin, on a mis en place un système de gestion, de prévention que je qualifierais de participatif. J'ai en particulier les exemples britanniques, japonais, etc., qui associent très, très étroitement les populations locales à l'établissement des cartes de danger, comme on dit dans ces pays. Autre priorité, pour moi absolue, c'est un enseignement des risques qui n'existait pas en tant que tel en France, puisqu'il se résume généralement à exporter, j'ai terminé, oui, à exporter la catastrophe et surtout à la présenter sous la forme d'organigramme, c'est-à-dire institutionnel, ce qui tranche avec d'autres expériences pédagogiques réalisées dans d'autres pays, notamment en Grande-Bretagne, où les élèves sont véritablement envoyés sur le terrain pour interroger les populations afin de se remémorer des catastrophes survenues dans le passé. En guise de conclusion, cette mémoire d'origine historique a pour avantage, me semble-t-il, de combler la rupture mémorielle qui a été induite, ne l'oublions pas, pour ces territoires à fort enjeu immobilier, induite par l'exode rural et l'attraction balnéaire. Elle bat ainsi en brèche cette documentation, le dôme du jamais vu, et recrée une certaine réalité temporelle en termes de fréquence et d'intensité. Elle modifie aussi les temps de la perception littorale. On est passé d'un espace multifonctionnel des durables à une frontière, un modèle spéculatif. Et tout cela contribue, à mon sens, à remettre en cause le mythe de l'endiguement, qui est resté une panacée pendant des décennies, qui le reste, dans certains cas, pour certaines communes encore très, très récemment. Voilà, je vous remercie et je reste bien évidemment disponible pour des questions. Merci Emmanuel. Je vais vous demander de couper votre micro sauf quand vous parlez, évidemment. Sinon, ça fait de l'écho. Alors, des questions. Alors oui, une question qui porte sur la même personne, Vincent Ducrot, nous apporte une information et une question. L'information, c'est que des repères de crues beaucoup plus visibles que ceux que vous avez montrés, 30 cm de diamètre, ont été installés sur les bords de la Marne. Et puis, sa question, c'est, alors sur le graphique que vous nous avez montré sur les tempêtes à la Faute-sur-Mer, l'échelle des ordonnées représente-t-elle une intensité de la tempête ou quoi d'autre? Alors, il faut ouvrir votre micro. Oui, c'est bien cela. Oui, ça représente une intensité des tempêtes, exactement. C'est une échelle qu'on avait établie dans le cadre d'un programme européen. Je l'ai signalé sur les diapositives, mais je n'ai pas évoqué le projet en question. C'était un projet interdisciplinaire qui portait sur les tempêtes, et en particulier les tempêtes de submersion en Europe, et qui a visé à créer une échelle commune, donc entre océanographes, hydrologues, géologues et historiens. Exactement. Ok, c'est très clair. Mais j'ai fait figurer des publications sur la dernière diapositive. Donc les détails figurent dans ces publications. Merci. Alors, vous avez parlé de la rupture mémorielle. Alors, vous avez évoqué comme explication de cette rupture mémorielle l'exode rural et l'attraction touristique. Mais c'est quand même un peu fascinant parce que les années 20, pour ces derniers épisodes tempétueux, c'est pas si vieux, c'est pas si loin. Comment se fait-il qu'on ait pu, à ce point-là, oublier ça? Est-ce qu'il y a juste une rupture mémorielle ou est-ce que s'y ajoute une forme de déni? Et pour préciser ma question, on a vu récemment que dans d'autres domaines, on a plus la mémoire des catastrophes passées. Je veux parler de la grippe espagnole. Quand on parle du Covid, on dit ah oui, la grippe espagnole, on a déjà vu ça. Or, la grippe espagnole, c'est dans les mêmes, j'allais dire dans les mêmes eaux, dans les mêmes périodes que les dernières tempêtes que vous avez évoquées. Alors pourquoi, dans ce domaine, est-ce qu'on a plus tendance à oublier? Alors, la grippe espagnole avait été oubliée. La meilleure preuve, c'est que nos instances n'avaient absolument pas envisagé une épidémie du type Covid. On l'avait oubliée. Elle a simplement été exhumée à la faveur de la crise du Covid. Mais ça n'a pas été le cas des tempêtes. Et remise au goût du jour. Mais les structures hospitalières, de santé, etc., ne considéraient pas que ce type d'événement puisse se reproduire. Elle avait donc, elle aussi, été fossilisée. Alors, pour en revenir aux tempêtes, je me souviens avoir présenté le cas de ces tempêtes des années 1930, etc., un séminaire à Météo France. Au lendemain, très peu de temps après Xynthia, quelques mois seulement, c'était à Caen d'ailleurs. J'étais en poste à Caen à l'époque, et mes collègues de Météo France me disaient que je me
ne pouvait pas avoir existé, qu'a priori, il ne s'était pas produit parce qu'ils l'auraient su. Et je leur ai conseillé à l'époque de replonger dans leurs archives, ce qu'ils ont fait. Maintenant, si vous allez sur le site de Météo France, vous verrez, il y a de très gros dossiers sur cette tempête de 1934 qui avait concerné la totalité de l'arc atlantique, du sud-Bretagne jusqu'à la frontière espagnole. Donc, par rupture, moi je ne parlerai pas de déni, pas forcément, et puis c'est très difficile de le démontrer. En revanche, je pense que la rupture mémorielle, elle est liée aussi avec les restructurations des administrations depuis les années 1970 et surtout à partir des années 1980. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est bien évidemment la vitesse de rotation des personnes en poste dans leurs fonctions qui s'est accélérée, qui contribue, à mon avis, mais à force de travailler avec les DDT, etc., c'est presque devenu une intime conviction. Plus les occupations de postes sont courtes et moins on a le temps d'accumuler cette information, de la retrouver et de la transmettre. Je travaille sur des dossiers de tempête, par exemple, qui sont maintenus vivants en termes de mémoire dans les services pratiquement des années 1900 jusqu'aux années 1970. C'est-à-dire que régulièrement, vous avez un ingénieur qui veille à recompiler l'information et à la retransmettre. Et puis à partir des années 80, c'est la décentralisation, c'est les difficultés financières de l'État. Cette mémoire administrative est progressivement dissoute. C'est le court-termisme qui triomphe. Juste une petite précision sémantique. Quand vous dites intensité de la tempête à propos de la Faulx-sur-Mer, vous voulez dire magnitude? Oui, alors une magnitude qui est construite essentiellement à partir des types de dommages. Ok, alors les deux dernières questions, on va les poser simultanément parce qu'il nous reste une petite minute. Pour la période plus calme de la deuxième moitié du XXe siècle, avez-vous évalué s'il pourrait y avoir un biais lié au contexte historique, notamment le manque d'infos dans les journaux? Et puis, certains territoires font des études historiques sur les inondations en complément des études hydrauliques. Elles sont utiles pour la pédagogie des risques. Il est plus marquant de raconter une histoire que d'expliquer des graphiques. Et une dernière question, ce sera vraiment la dernière et vous répondrez à toutes simultanément. Est-ce qu'au lendemain d'une tempête qui a produit des dégâts, le politique potentiellement coupable a plutôt tendance à préférer le « c'est du jamais vu » plutôt que « on aurait pu le prévoir en apprenant du passé », oui, ce qui serait une explication supplémentaire à l'oubli. Oui, alors la première question, j'ai retenu donc la politique du jamais vu, et puis la première question, pardonnez-moi. La première question, c'était y a-t-il un biais lié au contexte historique? Alors, je suis affirmatif. Dans les journaux, oui. Oui, je suis donc affirmatif, il n'y a pas de biais, tout simplement parce que pour la période récente, depuis 1950, la documentation est pléthorique et beaucoup plus fiable. Je l'ai montré trop brièvement, manifestement, mais la documentation, en tout cas, ne repose pas que sur les journaux, tout simplement parce que les journaux correspondent à la période contemporaine. Les années 1950 donc, fournissent en tout cas une information volumineuse qui est le fait des administrations, justement. Donc, on sait exactement ce qui s'est produit ou ce qui ne s'est pas produit sur les littoraux. Donc non, cette rémission, elle est réelle en termes de statistiques, d'effectifs. Il n'y a pas eu d'événements majeurs ou d'épiphénomènes qui n'ont laissé pratiquement aucune trace. On a eu une petite submersion, par exemple, à Oléron dans les années 1950, etc., mais qui n'a eu aucun impact en termes de dommages. Ok. Et alors la dernière question était donc... la politique du jamais vu. Politique, oui. Ouais. Alors, la question est un peu polémique, mais elle n'est pas infondée pour autant. C'est vrai que j'avais parlé d'éléments de langage, si vous vous souvenez, mais répéter à l'envi, à chaque nouvelle extrême, catastrophe naturelle, si on le traduit socialement, l'événement extrême, prétendre donc qu'on n'a jamais vu ça, c'est aussi un moyen de se dédouaner, c'est-à-dire de passer à l'as des politiques d'aménagement qui parfois ont été incohérentes, ou non pertinente, oui, indiscutablement, à mon avis. Merci beaucoup, Emmanuel Garnier. Alors, je ne vous répète pas la manip pour passer à la présentation suivante. On y va tout de suite et on va donc rejoindre Nathalie Gillois.